Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux ce soir à l'École nationale des chartes pour ouvrir le cycle de conférences de l'école pour l'année universitaire qui vient de débuter, l'année universitaire 2018-2019. En effet, la conférence de ce soir ouvre à la fois donc le cycle donc les mardis de l'école des chartes dédiés donc à l'actualité éditoriale des chartistes. On va revenir sur le principe de ces conférences dans quelques secondes. Et d'une manière plus générale, le programme des conférences publiques de l'école pour cette présente année universitaire. Alors vous connaissez sans doute pour les habitués le principe des mardis. Donc la présentation par un auteur chartiste d'un de ses livres les plus récents. Présentation sous une forme un petit peu originale, puisque nous invitons toujours avec l'auteur un discutant amené à lui donner donc la réplique, et qu'au-delà de ce duo, évidemment, l'interaction avec la salle, avec le public est également souhaitée, et que très très vite, eh bien, nous souhaitons que la discussion s'engage avec chacune et chacun d'entre vous sur les propos qui seront tenus. Alors, faut-il présenter l'auteur et le discutant de ce soir? Donc, l'auteur Olivier Poncet, éminent historien moderniste et professeur dans cette belle maison, titulaire de la chaire des institutions et des sources d'archives de l'époque moderne. Le discutant, le professeur Yves-Marie Bercé, également éminent historien moderniste, membre de l'Institut, directeur honoraire de l'École nationale des chartes. L'ouvrage, objet de la conférence, qui, soit dit en passant, sera proposé à la dédicace, à la signature au sortir de cette salle. C'est une nouveauté également de ces conférences, est une biographie renouvelée du grand ministre d'État que fut Jules Mazarin, renouvelée ici sous l'angle spécifique des origines italiennes. Et chacun sait à quel point l'art de la biographie est un art complexe, et si l'on en croit le mot d'un autre grand historien, lui-même spécialiste du genre, Bernard Guenet, l'un des arts les plus difficiles qui soit. Nul doute qu'avec ce livre, le défi biographique concernant Mazarin a été relevé avec brio, et je pense que la conférence de ce soir vous permettra d'en saisir toutes les subtilités. Donc un grand merci aux deux intervenants pour leur présence et leur concours donc ce soir. Merci d'ouvrir également le cycle des conférences de l'école pour la présente année universitaire. Merci à chacune et à chacun ce soir présent, à l'assistance très nombreuse donc pour cette présence, cette assiduité, et donc une excellente conférence à toutes et à tous. Alors, merci Madame la directrice et chère amie de cette présentation, de cette introduction. J'ai avec Olivier Poncet des liens qui sont fort anciens, qui nous réunissent dans nos domaines de recherche, et puis aussi, mettons, dans une certaine filiation d'amitié intellectuelle et institutionnelle, qui m'autorise donc à prendre la parole pour présenter son livre. C'est le sort des grands personnages de l'histoire de connaître dans la suite des temps des réputations contrastées, fortune ou infortune posthume. Le cas de Mazarin présente, plus que beaucoup d'autres, de telles fluctuations sous la plume des historiens et au gré des images vraies ou fausses qui en circulent communément. Détesté de son vivant, il a, par après, continué longtemps d'être condamné pour sa rapacité et pour son machiavélisme. Sa réhabilitation et même sa glorification a correspondu à peu près à la mode des biographies qui s'est développée à la fin, comme vous savez, du XXe siècle, du siècle dernier, comme on dit. À ce changement total de sa légende, on peut trouver deux motifs. D'abord, l'intégration de son ministériat dans le roman national, c'est-à-dire dans le récit tenu pour merveilleux et nécessaire de la construction d'un certain territoire, hexagone ou précaré, récit qui suppose que l'Artois, l'Alsace et le Roussillon
appartinssent de toute évidence au destin politique de la France et que le traité des Pyrénées, comme œuvre de Mazarin, ait été une sorte d'accomplissement de la Providence. L'autre motif de louange résulte de la condamnation répétée de l'épisode de la Fronde, ennemi de Mazarin. Dans la postérité, le prestige du règne de Louis XIV a fait paraître la révolte frondeuse, incohérente, coupable, et pour être plus précis, incompréhensible, tellement elle différait des évolutions politiques et institutionnelles qu'elle avait tenté d'entraver. Alors je me hâte de le dire, le présent propos d'Olivier Poncet s'écarte de ces questions mal posées. Il choisit un nouvel angle de vue, une perspective jamais envisagée auparavant. Un Mazarin l'italien, Mazarin en Italie, Mazarin et l'Italie, Mazarin et les Italiens. Un Mazarin italien dont le portrait se rapproche bien mieux de la personnalité réelle du personnage, de ses idées, ses méthodes, ses ambitions, ses goûts. Venu d'Italie, éduqué, imprégné des comportements, savoirs et manières de la péninsule à cette époque, il en conserva les traces toute sa vie. Parvenu au pouvoir en France, le cardinal ministre resterait attentif aux conjonctures politiques et militaires de l'autre côté des Alpes et aussi aux mérites particuliers des Italiens, qu'ils fussent princes, clercs ou artistes, qui avaient l'occasion, la chance, le savoir-faire de lier leur fortune à la sienne. Le lecteur de cet essai, très savant, très plaisant, découvre à chaque page comment ce parti pris de déceler l'italianité dans le caractère de Mazarin, et puis au long de sa carrière, permet une approche plus détaillée, plus fidèle du personnage, et à travers lui, une étude plus subtile des avatars politiques du royaume de France et même de l'Europe occidentale au cours de 2 décennies majeures brûlantes. Alors, on va passer maintenant à l'exposé, à la discussion. Je vous propose, selon les usages, de découper la durée de nos entretiens entre plusieurs parties, 5 ou 6. En tête viendrait, on pourrait débattre, enfin tout au moins Olivier Poncet parlerait des origines et des débuts fulgurants de la carrière de Mazarin, simple sujet romain. Ensuite, dans les années 1630, comment a-t-il fait le pari de s'attacher à la cause du royaume de France? Et comment a-t-il ensuite réussi, à partir de 1639, à conquérir la confiance des gouvernants de ce royaume? Un moment, enfin, ensuite, plutôt, pourrait être consacré à ces traits de comportement et de culture qui sont, je crois, on le verra, typiques, enfin qu'on peut essayer de trouver typiques de ses origines italiennes. Un autre chapitre concernerait son intérêt maintenu, constant, pour les aventures diplomatiques, militaires d'au-delà des Alpes, tout au long de son ministériat. L'étude se poursuivrait encore avec l'analyse de son fabuleux enrichissement et de son extraordinaire stratégie familiale. Enfin, le portrait pourrait s'achever avec l'examen de ses idées et pratiques religieuses jusqu'à ces derniers instants. Alors, nous allons donc, si vous voulez, procéder à ce découpage qui durera, mettons, environ 1 heure, et puis il nous restera 1 demi-heure pendant laquelle vous pourrez poser des questions et amorcer une discussion avec l'auteur. Donc, envisageons, si vous voulez, de commencer la carrière de Mazarin et de plonger directement dans son œuvre, dans sa carrière. Merci beaucoup pour toutes ces paroles et pour cette présentation. Avant de venir à Mazarin, je voudrais vous expliquer un peu rapidement comment Mazarin est venu à moi.
Je commencerai par le commencement. Comme beaucoup de gens, je pense, j'ai découvert Mazarin avec Alexandre Dumas. C'est une lecture qui m'a longtemps occupé et qui, quand j'ai un peu de temps l'été, je parcours encore à nouveau volontiers. Je ne pense pas que le roman, la fiction, soit l'ennemi de l'histoire. Il faut bien faire la part des choses. Mais j'avais été frappé en particulier par le fait que, la différence de ce qu'on pouvait lire par ailleurs, Mazarin n'était pas finalement si maltraité par Dumas, qui montrait un Mazarin qui recevait la confiance de D'Artagnan. Donc ce n'était pas un héros complètement négatif. Et je pense que ça tient, maintenant j'en fais l'analyse une fois devenu adulte, je pense que ça tient beaucoup à l'amour, à l'affection que Dumas avait lui-même pour l'Italie. Le roman est commencé, vous le savez, en 1848. Il s'interrompt précisément de l'écrire pendant la Révolution. Il le reprend ensuite. Et j'ai été frappé en écrivant mon livre sur la coïncidence de date, évidemment 200 ans après la Fronde, de cette révolution qui empêche finalement Dumas de continuer son roman. Et puis Mazarin est venu à moi aussi par mes études, en particulier à l'école des Chartes. Je me suis assez rapidement rendu compte que je n'étais pas le premier chartiste à m'intéresser à Mazarin, que d'autres m'avaient précédé, et même je pourrais dire que Mazarin est presque devenu une spécialité chartiste, en particulier durant la seconde moitié du XXe siècle. Le premier chartiste à s'être occupé de Mazarin, c'est Alfred Coville, qui, durant son séjour à l'école française de Rome, avant la guerre de 1914, s'était intéressé à la jeunesse de Mazarin. Et c'est de lui dont nous tirons aujourd'hui l'essentiel de ce que je vais expliquer sur les premiers pas de Mazarin dans la carrière, en l'occurrence militaire. Et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, un trio de chartistes s'est emparé du personnage de Mazarin, auquel je voudrais rendre hommage, parce qu'aujourd'hui encore, il est difficile de se passer de leurs études, de leurs travaux, de leur enthousiasme, parfois de leur passion pour le personnage. Il s'agit évidemment de Georges Detemps, de Madeleine Lorrain-Portemer et de Claude Dulon-Saint-Denis, qui, chacun dans leur domaine, le premier plutôt effectivement vers la diplomatie et la guerre, la seconde dans le domaine des arts et de la pratique politique, et la dernière dans les liens avec Anne d'Autriche et dans la constitution de sa fortune, ont illustré, ont labouré des terrains archivistiques jusque-là restés vierges, pour un personnage qui avait connu une première réhabilitation au cours du XIXe siècle, avec la grande publication amenée par Adolphe Chéruel, continuée par Georges Davenel, d'un ensemble de lettres considérables, qui fait de Mazarin probablement le ministre qui nous a laissé l'un des plus beaux fonds d'archives épistolaires pour l'époque moderne. Donc c'est un personnage fascinant qui a effectivement suscité dès le lendemain de sa disparition des critiques ou des louanges, qui n'a en tout cas pas laissé indifférent. Et la question de s'attacher à nouveau à une biographie de Mazarin ne me paraissait pas évidente. D'abord parce que le personnage effectivement est tellement divers, a des facettes tellement nombreuses qu'il me paraissait difficile de l'embrasser d'un seul regard. Cela m'aurait sans doute amené à faire non pas un petit volume, mais plusieurs volumes. Et finalement, c'est une sollicitation de l'École française de Rome qui avait souhaité me demander un cycle de conférences pour un public large sur un sujet qui me tenait à cœur, que finalement j'ai opté pour un point de vue qui me paraissait à la fois neuf, au moins dans sa perception synthétique, et en même temps un point de vue efficace pour comprendre la personnalité de Mazarin, comme vous l'avez dit. Donc j'ai fait ce que j'ai appelé un pas de côté, et je me suis placé finalement sous l'angle de l'italianité du personnage. C'est une évidence, mais cette évidence n'avait pas été questionnée jusqu'alors pour elle-même. Et donc, au fil de la réflexion pour conduire ces différentes conférences, j'ai trouvé matière, et j'ai trouvé une certaine cohérence au personnage qui m'a convaincu que je devais aller dans ce sens. Les conférences ont été au nombre de 4. Elles constituent les 4 principaux chapitres du livre, auxquels j'ai ajouté une introduction et une conclusion, de sorte que les lecteurs du livre ont pratiquement le sel des conférences telles que j'ai pu les prononcer. Je n'ai finalement pas beaucoup touché au texte que j'avais élaboré à ce moment-là. C'est aussi, je pense, la commande même qui m'avait été faite par l'École française de Rome et par sa directrice Catherine Vierlouvet, de produire à la suite de ces conférences un livre, si possible sans notes et guère plus étendu, et j'ai respecté à la lettre ce contrat implicite, ce qui fait que pour un chartiste, j'ai finalement franchi ce que je pensais infranchissable, ne pas mettre de notes de bas de page.
Et je m'en suis finalement bien porté, parce que cela m'a amené à une écriture probablement un petit peu plus dynamique que je n'en ai l'habitude. Cela m'a également conduit à augmenter un petit peu mon propos annexe sous forme d'un dictionnaire et d'une bibliographie que je n'ai pas voulu sous forme d'une liste, mais plutôt d'un commentaire, s'adressant là aussi à un public qui n'a pas nécessairement l'habitude de conduire lui-même des recherches historiques, de manière à lui montrer que la science historique est une science cumulative, une science faite de débats, faite d'orientations nouvelles, de découvertes. Et donc, j'ai essayé finalement, à travers ce livre, de donner un petit peu le sel de ce qui fait notre travail d'historien. Je me suis placé dans la file des historiens chartistes de Mazarin. Je sais qu'il y en aura d'autres après moi. J'ai moi-même à l'école une élève qui engage une thèse sur le frère de Mazarin et les prélats italiens de Mazarin. Donc j'ai le plaisir de penser que d'autres chartistes après moi, évidemment, apporteront du nouveau sur la question. Sur un personnage qui, vous l'avez dit, effectivement, ne laisse pas indifférent, qui a conduit une carrière extrêmement diverses, parfois un petit peu déroutantes. La Fronde est déroutante, mais Mazarin l'est tout autant. Je pense aussi que c'est un personnage qui est moins évident peut-être que d'autres, précisément parce que on a hésité entre la boue et le sublime, et donc il est difficile de savoir où placer le curseur. Et donc en m'attachant à la personne de Mazarin dans ses rapports avec l'Italie, j'ai essayé de conduire pas à pas une démonstration qui sans a priori, essaye de comprendre finalement ce qu'il a été en son siècle. Et j'ai voulu revenir aussi et mettre en lumière, ce sera mon dernier propos liminaire si j'ose dire, un siècle que vous connaissez bien, le Seicento italien, qui est un petit peu méprisé, daubé parfois par l'historiographie française comme étant un siècle de déclin, un siècle noir, fait de peste et de guerre. Certes, il y en a eu, mais il n'y a pas eu que cela. Économiquement, politiquement, c'est un siècle d'invention, un siècle extrêmement dynamique qu'on a tendance un petit peu à écraser entre la Renaissance et les Lumières. Et j'ai trouvé que Mazarin était aussi une bonne occasion d'essayer d'appeler l'attention sur ce siècle. Et ce siècle, Mazarin ne l'a pas parcouru dans son entier, mais il est né au tout début, en 1602, dans les Abruzzes. C'est une chose que l'on connaît depuis le milieu du 19e siècle, mais sur laquelle on n'insiste pas toujours. Dans les Abruzzes, qui est alors un territoire espagnol, il n'y est pas né parce que sa famille y réside ou parce qu'il serait sujet du roi d'Espagne, tout simplement parce que la naissance a eu lieu au mois de juillet, que sa mère avait fui les chaleurs romaines pour se retrouver dans une région un petit peu plus en altitude, là où résidait un de ses oncles. Donc c'est une naissance un peu, je dirais, accidentelle dans les Abruzzes. Et très rapidement, Mazarin revient à Rome parce que sa famille y réside, y habite. Son père y a fait son apparition une quinzaine d'années avant sa naissance, d'origine napolitaine et surtout sicilienne. Et les Mazarins sont implantés solidement dans la Rome pontificale, qui connaît à ce moment-là un renouveau considérable. C'est une ville qui se transforme beaucoup du point de vue urbanistique, du point de vue des aménagements, des fontaines, de l'adduction d'eau. C'est une ville de service, il n'y a pas beaucoup d'industrie, donc Mazarin finalement est plongé dans un monde où l'Église est finalement à peu près le débouché ordinaire pour quelqu'un qui veut parvenir. Il a une chance forte, c'est que son père est au service d'une des plus grandes familles romaines, en l'occurrence les Colonna, dont il est majordome, intendant. La position n'est pas exactement bien connue, mais c'est une position qui permet à Mazarin, finalement, enfant, de fréquenter des jeunes gens de son âge, mais qui sont évidemment les colonnas eux-mêmes, auxquels il restera attaché finalement toute sa vie, et qui lui permettent d'accéder, de franchir un certain nombre de degrés sociaux que probablement les origines relativement humbles, même si elles ne sont pas si modestes que cela, de sa famille lui auraient interdit. Alors ce qui est intéressant avec Mazarin, c'est que finalement il n'y a pas de projet de carrière. Je crois qu'on se tromperait beaucoup et on se trompe parfois quand on écrit une biographie un peu rapidement en essayant de démontrer que finalement tout est inscrit dans les astres et que Mazarin, dès le départ, avait pour ambition d'intégrer soit la diplomatie pontificale, soit mieux encore de devenir un cardinal. Tout s'est fait, je ne dirais pas par accident, mais au fil de l'existence. Ce pragmatisme, cette réactivité, c'est aussi un trait de caractère qui lui a probablement permis de faire face avec assez de détachement. Ça, c'est un point sur lequel les contemporains insistent beaucoup. Richelieu, par exemple, qui le trouve finalement très posé, beaucoup moins énervé que les Français de l'époque, considérant que c'est un analyste et qu'ensuite il agit. Eh bien, Mazarin, durant toute son existence, a conduit finalement
son destin là où les choses étaient le plus ouvertes. Il a commencé sa carrière dans les armes. C'est un homme que j'ai qualifié un homme de guerre. Et effectivement, il a commencé comme capitaine dans les troupes pontificales qui existent. Le pape a une armée à cette époque-là pour tenir l'état pontifical, son état temporel, mais aussi pour s'interposer en termes de médiation diplomatique entre les puissances belligérantes sur le sol italien, donc un petit peu les casques bleus de l'époque, si vous le voulez. Et donc Mazarin a été amené comme cela, à la fois à gérer des problèmes disciplinaires dans son régiment, dans les marches, mais aussi à venir en milanais pour interposer ses bons offices, et donc être assez rapidement au contact de personnages assez brillants, des généraux comme Spinola par exemple, qu'il a rencontré en milanais, et qui l'ont finalement propulsé, hein, vous avez employé ce terme effectivement, assez haut dans la diplomatie pontificale. Donc de soldats, la négociation lui vient assez facilement. Beaucoup de personnages, en particulier Richelieu, là encore, ont insisté sur sa véritable séduction. Alors, on n'en a pas de preuve absolue, mais il est clair que c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à concilier l'inconciliable auprès de gens qui, finalement, n'attendent que cela, mais qui veulent l'entendre exprimer de la bouche d'un tiers pour pouvoir se livrer à l'apaisement d'un conflit. Et donc Mazarin finalement gravit les différents échelons et il fait un choix au début des années 1630 qui est un choix définitif et décisif pour lui, qui est d'entrer dans la cléricature. Il se fait tonsurer au début des années 1630 et à partir de ce moment-là, sa voie est engagée, pas définitivement, puisqu'il ne recevra jamais la prêtrise. Et donc, en fait, toute sa vie, Mazarin aurait pu faire retour au siècle. J'ai signalé dans l'ouvrage un point qui me paraît avoir été un peu occulté parfois, c'est que le XVIIe siècle est le siècle au cours duquel le plus grand nombre de cardinaux est revenu au siècle après avoir été promu à cette dignité de l'Église. On compte un duc de Savoie, 2 ducs de Mantoue, un roi de Pologne, même un neveu du pape, qui ont démissionné de leur charge de cardinal pour ensuite épouser en général une personne qui leur permettait de tenir qui un royaume, qui un duché. Et donc Mazarin a toujours eu en tête que rien n'était complètement terminé, mais en tout cas il s'est engagé dans la voie de l'Église. Et ça c'est un point qui est assez remarquable dans le début des années 1630, où il aurait pu continuer simplement à être un négociateur. Oui, alors à 20 ans il est capitaine d'infanterie. Alors comment franchit-il sur les obstacles d'une carrière qui serait militairement assez médiocre? Bien, je l'ai appris, moi j'ignorais totalement. En 27-28, il s'est appliqué à passer des examens de droit pour pouvoir accéder au cursus honorum pontifical, qui était la charge en l'un et l'autre droit était nécessaire pour accéder aux charges ensuite de curie. Et on le voit alors, mais là aussi, ça va extrêmement vite, puisqu'il sort de l'université en 28, et on le trouve en 32-33, référendaire des 2 signatures, ce qui est là tout de même, il aurait pu rester un obscur clerc de Curie. Il y a tout de même quelque chose de fulgurant là. Oui, tout à fait. Alors, votre remarque me permet de préciser qu'en fait, on n'a jamais fini de faire des recherches. J'ai découvert récemment, alors je n'ai pas écrit dans mon livre qu'il était à l'université, j'ai écrit qu'il avait obtenu un doctorat. Et donc, j'ai vu ma prudence respectée, puisque j'ai découvert récemment, à l'aide d'un ami archiviste au Vatican, qu'un autre très célèbre personnage, en l'occurrence l'archiviste Garampi, avait obtenu un doctorat en droit sans avoir fait d'études de droit, simplement par rescrit pontifical. Et donc j'ai appris que le pape pouvait faire quelqu'un docteur sans avoir suivi des études. Il a passé 2 ans d'études. Les 2 ans, effectivement, il a probablement été quand même contraint de s'intéresser au droit, une matière dont il a dit toute sa vie qu'il ne l'aimait pas, qu'il la détestait d'une certaine manière. C'est vrai qu'il n'a pas du tout un tour juridique dans son approche. De manière générale, ce n'est pas un spéculatif non plus. Le résumé en disant que c'est un homme d'action est un peu rapide, mais c'est vrai que c'est un personnage qui a obtenu son doctorat, qui était effectivement le sésame pour entrer dans ce vivier très sélect des référendaires des 2 signatures, qui équivaut probablement aujourd'hui à ce que on pourrait
représentés par les hauts fonctionnaires français issus de l'École nationale d'administration. C'est-à-dire effectivement un passage qui ensuite permet d'occuper des positions dans de très nombreux domaines. Et donc effectivement muni de cette qualité que probablement sont le contact qu'il a déjà au début des années 1630 avec les cadets de la famille Barberini, donc la famille du pape régnant, en l'occurrence Urbain VIII, lui ont facilité pour occuper en effet des charges que, si vous voulez, sa disposition de négociateur, qu'il avait démontré lors de la paix de Carrasco, hein, où de manière assez théâtrale, il surgit entre les armées et ennemies, entre les impériaux et les Français, lui a effectivement donné un brevet de diplomate que le pape s'est ensuite ingénié à employer à son service. Enfin, là encore, il aurait pu rester dans le service d'un office de curie, au service d'une congrégation. Or, il échappe, si on peut dire, aux perspectives romaines. Il fait un pari. Il choisit sur l'échiquier européen, dans la géostratégie de ce temps. On sait bien qu'il y a deux grandes puissances catholiques qui s'opposent, qui ne sont pas en guerre ouverte, mais dont les puissances s'équilibrent et se menacent. Et il fait le pari, le choix de placer ses pions, si on peut dire, ses espérances au service des intérêts du royaume de France. C'est un pari. C'est un pari même très risqué, surtout en Curie, où effectivement les options sont plutôt espagnoles, même si Urbain VIII a tendance à rééquilibrer le rapport entre les deux puissances. Il est clair que Mazarin ne choisit pas la facilité en choisissant la France. C'est peut-être déjà un trait de caractère d'indépendance et surtout peut-être de clairvoyance. En tout cas, il semble, et c'est un discours qu'il a tenu évidemment après coup, donc c'est toujours difficile pour un historien de prêter une force trop grande à des propos tenus 5 ou 10 ans après, mais l'explication qu'il en a donnée a été que pour lui, la France, il l'identifiait finalement comme la seule puissance capable de rendre sa liberté à l'Italie. Il faut savoir que depuis finalement le début du XVIe siècle et le déclenchement des guerres d'Italie, c'est le slogan de tous ceux qui veulent intervenir en Italie pour défendre les libertés d'Italie, mais en réalité oui, pour s'y implanter. Mais il est vrai qu'au XVIIe siècle, l'Italie est vraiment, c'est une expression que les historiens emploient, est dominée par l'Espagne, la période de domination de l'Espagne. Et donc la France peut être le moyen de desserrer cet étau. C'est-à-dire que la France au XVIe siècle avait été, jusqu'à Cateau-Cambrésis, la puissance occupante, oui, tout à fait. Et le terme de liberté d'Italie n'est pas anachronique. Il est employé à l'époque et on dit la liberté d'Italie dépend de deux puissances, c'est la République de Venise et l'État ecclésiastique, l'État pontifical. C'est tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, bien sûr, c'est quelque chose qui ferait rugir l'historiographie italienne. Mais c'est ça les deux bases de la liberté, de l'indépendance de l'Italie. Oui, tout à fait. Et Mazarin a le sentiment que ces deux puissances sont relativement impuissantes à justement peser sur la domination espagnole. Et donc, il pense que la France doit intervenir de manière plus forte. Et en tout cas, lui fait ce pari, non pas tant pour faire carrière à la cour de France, c'est pas ça qui l'intéresse, mais parce qu'il pense qu'effectivement, il y a là un moyen pour la diplomatie pontificale. Au début des années 1630, il est encore au service du pape de manière complète, c'est un personnage loyal, mais il pense qu'il faut présenter à la diplomatie pontificale tout l'intérêt que représente une meilleure considération accordée à la France et à son principal ministre. Mais il faut qu'on passe déjà, je crois, à son entrée au service direct de la France, dans la mesure où nous avons déjà presque passé une demi-heure, si on a 4 chapitres. Oui, mais beaucoup de choses sont dans, effectivement. Alors passons déjà à l'autre étape accélérée qui est comment parvient-il, simplement mettons alors comme négociateur, comme diplomate, ami de la France, comment parvient-il à être le principal ministre en l'espace de 4 ans? Oui, alors Mazarin a rencontré Richelieu une première fois en 1630, il l'a rencontré une deuxième fois plus longtemps en 1635-1636, et revenu à Rome, à force de plaider pour la France, il devient odieux aux yeux des Espagnols, de sorte que sa tête est presque mise à prix. Il doit fuir en 1639. Il arrive pratiquement à la fin de l'année 1639 en France comme un véritable réfugié politique auquel Richelieu va s'attacher et
très rapidement, Mazarin saisit cette main tendue et il devient indispensable au cardinal. Il part en Piémont pour raccommoder la cour qui se déchire de manière terrible entre les différents membres de la famille de Savoie. Il seconde Richelieu dans la lutte qu'il doit mener contre les différents comploteurs et en particulier contre Saint-Marc. Et il est là, effectivement, pour accompagner Richelieu durant son dernier voyage en 1642. Et d'une certaine manière, il se trouve de manière assez évidente, après le décès de Richelieu, comme l'homme auquel Louis XIII va accorder sa confiance. Et c'est vrai que tous les 6 mois, à peu près, à ce moment-là, entre 1642 et 1643, Richelieu réussit à franchir un cap de plus vers le pouvoir, vers la direction du gouvernement, à chaque fois en s'attachant, donc vous l'avez compris, à Richelieu, puis à Louis XIII, puis à la mort de Louis XIII, à Anne d'Autriche, avec une forme de génie politique qui finalement fait l'admiration, parfois désolé, mais l'admiration des diplomates italiens en poste à Paris qui le voient agir avec une facilité déconcertante pour finalement trouver toujours le bon positionnement, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et il finit finalement par gagner la confiance de personnes, qu'il s'agisse de Richelieu, de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, qui ont besoin de s'appuyer sur un personnage qui les écoute, qui les comprend, et qui est là pour finalement servir des intérêts qui dépassent effectivement ceux de la cour. Il faut supposer que, pour qu'il arrive en 4 ans, qu'un diplomate italien qui n'a pas de naissance particulièrement illustre puisse s'imposer au principal ministre et au roi lui-même, il faut supposer qu'il a une sorte de charisme puissant, de véritable fascination qu'il exerce sur ses interlocuteurs immédiatement. Et sur quels interlocuteurs? Puisque le cardinal ministre est le roi lui-même. Et tout à fait. Et je pense en effet que c'est toujours difficile de le découvrir dans les sources, mais effectivement, ce charisme dont vous parlez a été une des clés d'explication de cette capacité qu'a eu Mazarin à franchir des étapes qu'effectivement sa naissance ne lui octroyait pas. Et encore une fois, il n'est attaché à aucune clientèle, il ne représente aucune menace, et un Italien à la tête du gouvernement de la France, ça ne choque pas tant que cela. Les Italiens ont mauvaise réputation dans la France du XVIIe siècle. Alors, ils ont mauvaise réputation, mais en même temps, on les emploie volontiers. Je dirais que le stéréotype de l'Italien qui a mauvaise réputation, il remonte déjà au Moyen-Âge. La France s'est habituée à vivre avec ces Italiens. Il y a eu des phénomènes de rejet, parfois terribles, qu'on songe à l'exécution de Concini. Mais je dirais que l'élite française connaît l'Italie, la respecte pour ce qu'elle apporte de culture, de dévotion religieuse, s'en méfie par d'autres côtés. Alors on peut passer là justement à l'italianité maintenue de Mazarin. Le fait que, après tout, il a un type méditerranéen et il a un accent, un zézément italien qui pourrait a priori lui servir de handicap. Oui, c'est vrai. Mazarin a été parfois moqué pour sa prononciation. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'en connaître quelques expressions orales qu'évidemment nous avons perdues. Lors de la Fronde, un arrêt a été déclaré comme étant un arrêt d'oignon en tout cas par Mazarin, et que évidemment, alors que s'agissait de l'arrêt d'Union, que les frondeurs ont repris comme titre de leur pamphlet. Mazarin n'a jamais renoncé à son italianité. Il l'a mise même en avant de manière assez provocante parfois, et en particulier dans sa promotion des arts italiens et précisément des arts de spectacle. Il est le premier à avoir permis la représentation d'un opéra italien en France en 1647, avec une démonstration un peu époustouflante de machinerie et un spectacle durant plusieurs heures. C'était l'opéra L'Orfeo de Rossi, effectivement, en 1647. Et donc, Mazarin n'a pas craint de faire partager cette italianité aux Français. Il a vraiment essayé de convaincre les Français des bienfaits culturels, intellectuels de son pays. Et à aucun moment, il n'a considéré que c'était une barrière. Je vous ai dit qu'il était assez peu spéculatif. Il n'a pas théorisé ce basculement d'une suggestion à une autre, c'est-à-dire le fait d'être un sujet du pape et ensuite de devenir un sujet du roi de France. Il n'est jamais devenu un sujet du roi de France. Il a obtenu des lettres de naturalité qui lui permettaient de détenir un certain nombre
de bénéfices et de charges, mais il a toujours revendiqué d'être un Romain. Pour autant, il a également tout aussi fortement revendiqué le fait qu'il servait la France, et que servir la France, c'était encore une fois servir l'Italie. Je pense que ça, c'est vraiment un axe de raisonnement qu'il n'a cessé de Alors, il est développer. aussi, vous l'avez employé le mot, un passeur de culture. Hein. Alors, l'opéra, on vient de le voir, mais en fait, l'opéra, c'est un genre qui n'a pas encore 50 ans. Les Monteverdi, c'est 1600, 1602 ou 3. Donc, et ça, ça se passe à Mantoue, à Ferrare. En France, bien sûr, il n'y a pas eu. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait une nouveauté en 1647. Et cette représentation de l'opéra avait été précédée par une autre innovation théâtrale, c'est l'introduction de la comédie italienne, des personnages d'Arlequin, Polichinelle, etc., qui sont environ de 40... la comédie italienne à Paris. En fait, la comédie italienne, les premiers acteurs arrivent sous Henri III, mais effectivement, ils connaissent leur non, mais il y a un théâtre qui s'établit à Paris. Oui, effectivement, c'est dans les années 1640, tout à fait. Et en effet, il y a dans le public français une mode de l'italianité du spectacle qui accompagne effectivement Mazarin. Donc, il est tout à fait secondé de ce point de vue-là par le souci qu'ont les Français de s'ouvrir à d'autres cultures. Mazarin, en titre personnel, est un collectionneur de peinture italienne. On dirait aujourd'hui qu'il collectionne de l'art contemporain, et c'est vrai qu'il achète beaucoup de tableaux du XVIe et surtout du XVIIe siècle, finalement très peu de choses du Moyen-Âge, un peu d'art antique effectivement, mais surtout des peintures de son temps. C'est visiblement un connaisseur, et qui est attaché effectivement à avoir des œuvres qui sont de nature à montrer, donc souvent de grande taille, quel est son goût et où va son intérêt. C'est un personnage également qui a le souci de briller par le mécénat, et en particulier, il s'attache à constituer une grande bibliothèque à l'image de ses patrons romains qui ont aussi de grandes bibliothèques, de démontrer que le livre seconde les hommes de pouvoir. Donc, on connaît cette bibliothèque qui aujourd'hui, pour une partie, a conflué dans l'actuelle bibliothèque Mazarine, hein, surtout le décor et la bibliothèque qui existait après la Fronde, puisque la première constitution de bibliothèque a été saisie à l'occasion de la Fronde. Donc Mazarin ne cesse jamais d'essayer d'attirer et d'attiser le goût pour les Français vers des arts qui ne lui sont pas nécessairement évidents, ce qui ne facilitera pas évidemment son intégration dans la société politique du temps, et qui, à l'occasion de la Fronde, a évidemment reçu une volée de bois vert de la part des pamphlétaires qui se sont saisis évidemment de ses traits de caractère, de ses goûts alimentaires, de ses goûts vestimentaires, dans la mesure où il est assez difficile, quand on veut caricaturer quelqu'un, d'entrer dans le détail infini des décisions gouvernementales qui ont nui tout le monde. Il est tellement simple de moquer quelqu'un pour ses goûts, pour les parfums, pour les vêtements, etc. C'est beaucoup plus simple et ça apparaît de façon plus criante pour le public que effectivement on s'est servi de cet arme et qu'on a insisté effectivement sur cet aspect des choses. Aussi le fait que le palais Mazarin pouvait ressembler parfois à un entrepôt ou à un marché des Halles, dans la mesure où arrivaient des caisses et des paquets venant de Venise ou de Florence, des fruits secs, des pâtisseries, des moscatello, du vin muscat de Toscane, et toutes sortes de très bonnes choses, des saucissons. De la mortadelle de Milan. De mortadelle de Milan, ou de Bologne. Ou de Bologne, exactement. Et transformant donc le palais Mazarin, j'ai beaucoup aimé ça, en une sorte de marché. Une vaste halle, effectivement, et jour et nuit. Hein, alors, lui commandait de la nourriture, mais on lui en envoyait aussi. Le grand-duc de Toscane lui faisait livrer de l'eau de Luc, du vin, effectivement. Il commandait, il utilisait le réseau diplomatique français pour se procurer des chevaux de Naples, des velours de Gênes, des tissus de Milan. Et on a, dans toute la correspondance de Mazarin avec les diplomates, on a effectivement ces demandes très répétées qui occupent dans l'esprit de Mazarin, je ne dis pas autant d'importance que la conduite des affaires militaires ou diplomatiques, mais qu'il n'oublie jamais de mettre en avant. Il a une passion absolument dévorante en particulier, et il a l'air d'être un connaisseur pour les éventails napolitains, donc, qui, comme vous le savez peut-être, changent à chaque saison. Et donc à chaque saison, on le sent très au courant de ce qui se fait à Naples, et
ce sont des petites choses, des petits objets qu'il fait acheter par dizaines, voire centaines, de manière à pouvoir ensuite les offrir à la cour et les distribuer. Donc il faut imaginer Mazarin, j'imagine, dans ces rencontres, en offrant un éventail. Toutes les préciosités, toutes les Voilà. gourmandises, tous les luxes d'Italie, Les bagatelles sont pour lui. qu'il appelait, effectivement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, il fait venir des choses d'ailleurs en Europe, mais c'est vrai que l'Italie, et en plus, je pense que pour un exilé, comme aujourd'hui, du reste, quand on n'est pas dans son pays depuis très longtemps, on apprécie de goûter des mets qui vous rappellent, comme la Madeleine de Proust, ce qu'a été le fruit ou la viande que vous avez pu consommer dans votre enfance. Il y avait eu des reines italiennes auparavant, donc par conséquent, le marché du luxe italien était encore familier aux Parisiens. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'intérêt que Mazarin portait lorsqu'il est parvenu au pouvoir aux aventures diplomatiques, militaires, politiques des divers États italiens, ce qui est un peu paradoxal parce que les enjeux ne sont pas essentiels dans l'équilibre des puissances. Les frontières d'Artois, de Picardie, de Champagne ou de Languedoc sont plus brûlants, sont plus contestés. Or, Mazarin déplace les équilibres militaires, les efforts, et dans les années 1640, il lance dans 3 directions une politique agressive, dans 3 directions de l'Italie du Nord. Oui, tout à fait. Il a identifié l'Italie comme étant, dans une géopolitique européenne très large, le ventre mou de l'Empire espagnol. L'idée, effectivement, est d'introduire des éléments de division, des occupations, de détourner une partie des forces espagnoles vers l'Italie. Donc ce sont effectivement les expéditions, tout d'abord vers les Présides toscans, donc ces petites îles, dont l'île d'Elbe, au large de la Toscane, que les Espagnols gouvernent depuis le XVIe siècle. Une expédition assez extraordinaire. Je pense que c'est la première expédition, à mon avis, depuis les expéditions normandes de Guillaume le Conquérant vers l'Angleterre, où on embarque des quantités de fantassins sur des bateaux. Alors depuis le port de Toulon, qui est le port d'attache de la flotte française, et totalement soumis à Mazarin, dont il est le gouverneur, Mazarin qui en est le gouverneur, pardonnez-moi. Et donc il envoie cette flotte, peut-être 5000 hommes sur quelques navires, pour prendre les Présides, qui effectivement le sont assez rapidement, sont rapidement occupés. Et puis ensuite, une deuxième occasion s'offre à lui, qui est la révolte de Naples. Donc Naples, qui est quand même la seconde ville d'Occident, et qui est vraiment en nombre d'habitants, et qui est une ville absolument essentielle pour la domination espagnole en Italie. Une révolte éclate au cours de l'été 1647 pour des questions liées essentiellement à la cherté des prix sur les marchés. Et Mazarin, qui est assez attentiste dans cette affaire, parce que du point de vue politique, il a toujours tendance à se méfier des émotions populaires et des gouvernements qui ne sont pas incarnés par un homme, eh bien, il a la même réserve à l'égard de la Révolution anglaise à la même époque. Mazarin va être un petit peu contraint de prendre le mouvement lorsque la ville de Naples appelle le duc de Guise à son secours, pour non pas en faire un roi, mais un généralissime. Mazarin est un petit peu obligé d'intervenir, d'autant qu'il sent bien que là, il y a moyen d'affaiblir la puissance espagnole. L'affaire ne tourne mal pour lui, pour Guise et pour les Napolitains, puisque la ville est reprise en 1648, mais ça ne le détourne pas de son ambition de menacer les équilibres politiques en Italie. Et après la Fronde, il reprend cette politique, alors avec un petit peu moins de brio, mais en fait, les années 1640, les 3 entreprises ont échoué. Et il y a les Présides, c'était simplement un coup d'épingle, si on peut dire. Ça aurait pu être très important dans la mesure où les Présides coupaient la voie de la mer Tyrrhénienne par laquelle passent les approvisionnements militaires espagnols de Naples ou de Valence vers Gênes et ensuite vers la route des Flandres. Et c'était donc un impératif géostratégique très important. Cependant, il est impossible de le tenir longtemps et donc les garnisons suisses sont obligées de l'abandonner assez vite, enfin en 1650. Mais auparavant, il avait échoué dans l'entreprise d'attaque du Milanais par la place de Crémone, qui a duré un siège qui a duré presque 1 an, et l'entreprise de Naples c'était pas son fait. Il a fait que suivre et que faire échouer en réalité
ce qu'aurait pu faire Guise. Donc, si on peut dire, jusque-là, il s'investit, mais il échoue. Alors, il reprend au-delà, lorsqu'il reprend le pouvoir après 1653-54. La Fronde a quand même joué un rôle considérable dans les échecs. Tous ces échecs, alors effectivement, les présides c'est 1650, Crémone c'est 1648, effectivement, 48. Et Naples, l'hésitation de Mazarin a fait échouer l'affaire, effectivement, et c'est vraiment de son fait, en effet. Mais après la Fronde, il change d'attitude, et plutôt que d'investir très lourdement dans toute la zone sud de l'Italie, il va concentrer ses efforts dans une région que les troupes françaises labourent, je dirais, depuis déjà des dizaines d'années, en tout cas depuis Richelieu. Il va faire peser son effort sur le Milanais, en particulier en s'appuyant sur un certain nombre de petits duchés, et en l'occurrence le duché de Modène, qui lui est personnellement cher, puisque sa nièce a épousé le fils du duc, et qu'il deviendra lui-même duc après la mort de son père. Et donc, il y a une conjonction, effectivement, dans le nord du Milanais, qui appuie, mais sans effectivement parvenir à des conquêtes territoriales. On peut même dire que lorsque la paix des Pyrénées intervient en 1659, la carte géopolitique de l'Italie n'a pas été modifiée du tout, ni au profit de la France, ni au profit de l'Espagne. Seuls, effectivement, les petits duchés de Mantoue ou de Modène ont été soit affaiblis, soit renforcés. C'est Modène qui s'en sort le mieux. Le véritable allié de la France, voilà, c'est les ducs de Modène, et de la maison d'Este, et Francesco d'Este qui meurt en 1658. En 1658, au moment où il est victorieux, où il a remporté des petites places en Milanais, mais il meurt là prématurément. En fait, l'Espagne peut compter sur le soutien des duchés de Parme et de Mantoue. La France compte sur la Savoie et sur Modène. Et effectivement, non seulement il y a ce Francesco d'Este, qui est un grand général, mais qui meurt prématurément, et il se trouve que son frère, Rinaldo, est protecteur de la nation de France à Rome. Donc la maison d'Este est entièrement acquise à la cause française. C'est celle qui s'en sort le mieux en 1659, ce qui est un signe donné finalement aux nations italiennes que, avec l'appui de la France, on peut progressivement s'affranchir en quelque sorte de la tutelle pesante de l'Espagne. Ce n'est qu'un début, encore une fois, rien ne change sur la carte, mais progressivement les mentalités évoluent sur ce plan-là, que peut-être on peut changer le cours des choses qui s'impose effectivement depuis 1559. On peut dire qu'encore aujourd'hui, l'Académie militaire italienne est à Modène. C'est vrai, vous avez raison. Alors est-ce qu'on peut maintenant, voyant les investissements au-delà des Alpes, parler alors de ce qui est le plus difficile, douloureux, contestable, c'est l'enrichissement, la fortune de Mazarin. Et alors, là, retrouver les recherches de Claude de Dulong. Tout à fait. Alors, c'est douloureux si l'on prend nos propres cadres moraux ou déontologiques. Ça l'est moins si l'on se reporte dans l'état d'esprit des gouvernants de l'époque. Il est vrai que Mazarin donc, est connu pour son appétit pour l'argent, qu'il a accumulé une fortune absolument exceptionnelle, probablement la plus importante qu'un homme d'État de son temps, hein, quand je dis de son temps, c'est du XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle, ait jamais accumulé. Probablement, à sa mort, il laisse à peu près l'équivalent de la moitié des recettes de l'État hein, de ce temps, donc c'est assez fabuleux. Ce qui est intéressant aussi, c'est la composition de cette fortune. Une forte proportion de cette fortune, peut-être 15 à 20%, est constituée par des espèces numéraires, donc des pièces d'argent et d'or, qu'il a positionnées dans des endroits stratégiques, à La Fère, à Brouage, qui témoignent finalement de deux choses. La première, c'est qu'il n'a pas oublié la leçon de la Fronde, qu'il avait amené à fuir sans pouvoir avoir avec lui ses ressources financières, et qui donc ont affaibli son retour. Donc là, il prêt à partir en quelque sorte une nouvelle fois en s'appuyant sur des sommes d'argent positionnées aux frontières. Et la deuxième chose, c'est que l'État royal, à ce moment-là, est toujours impécunieux et qu'il lui faut demander à des particuliers de faire l'avance. Et pour Mazarin, il est
plus intéressante de ne pas avoir à demander à d'autres et de le faire lui-même, avant ce qui, bien entendu, je m'empresse de le dire, sont remboursés. Il est le premier à pouvoir se faire rembourser et généralement non seulement le capital, mais aussi les intérêts. Et donc c'est un raisonnement finalement de précaution et en même temps d'action. Il est intéressant également de noter que dans sa fortune, Mazarin exprime aussi son italianité. Alors que les grands de ce monde font appel plutôt à des intendants ou à des hommes d'affaires pour gérer leur fortune, lui recourt à des banquiers, avec un dépôt d'argent chez ces banquiers à qui il demande de temps en temps des sommes d'argent, comme on le fait aujourd'hui. Donc ça, c'est relativement italien et moderne. Des banquiers auxquels, et ça Madame Dulon l'a montré de façon imparable, il est associé en affaires. En fait, il possède la moitié de la banque. Et donc, il fait attribuer en fait, à ces banquiers des privilèges d'exportation qui, personne ne le sait à ce moment-là, lui bénéficient. Évidemment, il touche 50% des bénéfices. Donc là, il y a vraiment effectivement une façon de faire de l'argent qui est tout à fait fourbe, si j'ose dire. Mais ce n'est pas la seule. Dans ces années 1640, il essaye vraiment de faire de l'argent avec à peu près tout. Au point que en 1652, au sortir de la Fronde, son nouvel intendant, qui est Colbert, qui lui a été présenté par Michel Letellier, Colbert lui met un marché entre les mains en lui disant, voilà, monseigneur, si vous le voulez, on peut continuer à faire ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire à gérer à la petite semaine en essayant de gagner un petit peu d'argent sur la hausse des monnaies, de vendre du cuivre plus cher au Havre qu'à Rouen, d'obtenir de l'argent d'une rançon, etc. Bon, tout ceci c'est bien, mais ça ne permet pas d'établir une position sûre pour votre famille dans les années et les décennies à venir. Donc je vous propose de changer de pied. Et donc à partir de ce moment-là, parce que Mazarin l'écoute, Colbert va faire de Mazarin un grand propriétaire foncier. En particulier, on parlait du duché de Mantoue qui ne cesse de chuter. Le déclin de Mantoue est considérable entre le début du XVIe et le début du XVIIe et la fin du XVIIe. C'est les Gonzague-Nevers, effectivement. Exactement. Et donc qui sont impécunieux, qui ont besoin d'argent, qui en plus, aux yeux de Mazarin, ont eu le tort de s'allier à la France et puis ensuite de la lâcher pour revenir vers l'Espagne. Et donc, entre 1654 et 1659, Mazarin, par l'intermédiaire de Colbert, rachète tout leur territoire français, c'est Mayenne, c'est Rethel, c'est Nevers, de grands territoires avec des droits de justice, une position foncière considérable. Et donc Mazarin devient un grand propriétaire foncier en 7 ou 8 ans, hein, c'est assez considérable. Alors, l'argent qui a servi à ces acquisitions, elle provient essentiellement des bénéfices ecclésiastiques que Mazarin a fait tomber sur lui. Il était le mieux placé pour ce faire. Jamais d'évêché, évidemment, mais des abbayes qu'il peut détenir sans être prêtre. 15, je crois que vous avez compris. 15, peut-être même un peu plus, parce qu'il y en a qui ont changé. Il utilisait cela comme une monnaie d'échange et de remerciement. Mais des grandes abbayes que vous connaissez tous, Cluny, Saint-Denis, Saint-Victor de Marseille, Moissac, des abbayes qu'il n'a jamais visitées. En 1643, lorsqu'il devint principal ministre et qu'il détient la lettre, le cahier des bénéfices, vous dites que c'est comme si un renard à qui on donnerait la clé du poulailler. Exactement, voilà, exactement. Il y a un système qui n'existe pas en Italie, mais qui n'a pas eu besoin de se faire expliquer très longtemps. Une autre comparaison que vous donnez qui est extraordinaire, vous dites que la mât de comptant qu'il a représente... Oui. Le total de l'escompte de la Banque d'Amsterdam. Qui est la plus grande banque d'époque, oui, tout à fait. Donc il a une fortune qui lui permet d'agir, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut mobiliser, il peut acheter des mercenaires. Enfin, c'est une véritable garantie politique. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez au début, c'est un homme qui n'a pas de naissance, donc qui n'a comme appui que lui-même et les alliances qu'il peut nouer, mais aussi la puissance financière. C'est une forme de garantie politique qu'il a vue à l'œuvre à Rome, où effectivement, dès qu'un pape arrive au pouvoir, il distribue des charges à sa famille, et ils ont, d'une certaine manière, quelques années pour... la fragilité de la charge de favori, de principal ministre, parce que Richelieu lui-même avait sa fortune au Havre et à Brouage, et Fouquet, on lui reprochera, avait sa fortune à Belle-Île. C'est-à-dire, chaque fois, c'est l'idée de pouvoir s'enfuir si les événements viennent à tourner. Exactement. Et donc, je veux dire, ça illustre à la fois... le caractère vraiment très précaire de cette charge qu'il faut qu'il maintienne tout le temps, hein, pour laquelle il faut qu'il combatte. Oui, il y a une forme de dureté, effectivement, et de fragilité, en effet, dans cette détention. Alors, vous dites vous répétez là les travaux de Claude Dulon et de Daniel Dessert,
qui dit que c'est la plus gigantesque fortune qu'ait jamais amassé aucun personnage de l'ancienne France. Oui, tout à fait. Et il dit également ceci, que c'est 35 millions de livres. Alors évidemment, ça ne dit rien. Il faut savoir que Richelieu laisse à sa mort 16 millions, Condé doit avoir 4 ou 5 millions, donc des gens qui ont des possessions foncières importantes. Et donc, en effet, ce sont des sommes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on pourrait même souhaiter ou imaginer pour des hommes de cette époque-là, qui seraient de très grands propriétaires. Daniel de Serres a également dit, à juste titre, que l'association Colbert-Mazarin a été extrêmement efficace et que c'est la plus grande association d'affairistes que la France ait connue à cette époque-là. Alors, bon, mais c'est vrai qu'il est assez remarquable, et Madame Dulon a insisté sur le fait que Colbert a introduit une forme de rationalisation dans cette gestion de la fortune de Mazarin, qui lui permet effectivement de se maintenir au pouvoir et de pouvoir aussi marier ses nièces, puisqu'il n'a pas d'enfants évidemment, dans les meilleurs milieux. Alors, c'est l'autre aspect de la fortune, c'est l'extraordinaire capacité, enfin souci qu'il a de marier ses nièces dans les plus grandes familles princières et les plus riches de l'Europe. Oui, exactement. Et aussi bien en France qu'en Italie, il a recherché des alliances qui avaient pour lui du sens. En Italie, on sait que Marie Mancini a épousé un Colonna, le connétable Colonna, qui pour Mazarin, qui avait tout fait pour la détourner de Louis XIV, était finalement une belle récompense. Symbolique, puisque c'était la famille auprès duquel sa famille avait été domestique d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Il a également pris soin d'associer sa famille à la mémoire de personnages qu'il appréciait. Il a marié l'une de ses nièces à un petit-neveu de Richelieu, qui est son mentor absolu. Il a également marié une de ses nièces à un neveu de Turenne, Turenne qui est donc protestant, grand général de Louis XIV, et qui est par une association amicale assez surprenante, mais finalement compréhensible, a été l'un des plus proches de Mazarin. Et donc, pour Mazarin, ça avait effectivement énormément de sens de s'allier à des personnages qu'il respectait et qui occupaient par ailleurs, ça c'est vrai, une position éminente dans la société. Alors, dites peut-être quelques mots de ces alliances extraordinaires. Alors, quelques alliances. Donc, j'ai parlé de Marie Mancini. On a parlé du duc Francesco d'Este, donc qui épouse une Martinozzi. Alors, de ce point de vue, les deux clans auxquels Mazarin dont il doit s'occuper, les Martinozzi et les Mancini, n'ont pas du tout la même destinée. Autant les premières sont des dévotes, autant les secondes ont une vie extrêmement, je dirais, agitée. Hortense Mancini, Mariana Mancini, Marie Mancini ont effectivement illustré pendant une longue partie de leur vie la Gazette de l'Europe, bien après le décès de leur oncle, qui probablement n'a pas été extrêmement affectueux et les a évidemment forcés à recueillir des alliances qu'il estimait bonnes pour lui, mais avec des maris dont certains ont fini demi-fous. Je songe au duc de Mazarin qui, dans une crise de démence, a abîmé et détruit un certain nombre d'œuvres d'art du cardinal dans le palais qui se trouve à proximité de l'école. Oui, voilà. Donc, mais, effectivement. Si on peut dire, les malheureuses n'ont pas été récompensées, enfin, tout au moins, la postérité de Mazarin n'a pas été aussi... Enfin, elle a été riche, mais elle a moralement... Moralement, effectivement, elles ont donné lieu, effectivement, à des... Enfin, il n'a pas connu... Non, il n'a pas connu cela. Il n'a pas non plus connu, finalement, des succès auxquels il ne s'attendait pas, et des rencontres un peu... dont l'histoire a un peu le secret, qui sont toujours un petit peu des clins d'œil, lorsqu'en particulier, durant la guerre de succession d'Espagne, les deux grands généraux qui s'affrontent à la fin de ces guerres, le prince Eugène et le duc de Vendôme, en fait, sont deux petits-neveux de Mazarin, par des alliances effectivement diverses, mais il est assez singulier de voir que ce sont eux qui font la paix entre les deux belligérants et qui tiennent le haut du pavé de l'Europe. Et il est étonnant, et personne en tout cas n'en fait la remarque, personne ne note que ce sont deux petits-neveux de Mazarin et que c'est ça qui les unit d'une certaine manière. On peut peut-être dire un mot ici des travaux de Claude Dulon, oui, qui allait très avant, si on peut dire, dans la solution des énigmes, des relations
de l'affection qu'il pouvait avoir entre Mazarin et Anne d'Autriche et la régente. Alors, bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de rencontres amoureuses qui sont invraisemblables parce qu'elles seraient tout à fait impossibles dans le cadre d'une cour où tout le monde connaît tout le monde, voit tout le monde. Mais ce que Claude Dulon avait remarqué, c'était des signes, un code amoureux, des signatures, spécialement dans les échanges de lettres dans l'année 1651, au moment où Mazarin était en exil à Brûle, dans l'électorat de Cologne, et où Anne d'Autriche trahissait en quelque sorte Gaston d'Orléans, qui gouvernait le royaume, pour organiser le retour de Mazarin. Et cette correspondance secrète était accompagnée de signes qui dénotent une relation affectueuse, mettons. Et alors, c'est ce qu'a établi Claude Dulon. Alors, ensuite, elle a fait ses gigantesques travaux sur la fortune, mais son apport, là, est très amusant, très intéressant. Il résout, en tout cas, Mazarin n'aurait pas pu rester au pouvoir, n'aurait pas pu traverser l'épreuve de la Fronde s'il n'avait pas eu l'appui constant, confiant et sans doute affectueux d'Anne d'Autriche. Oui, 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 tout à fait. Et c'est une très belle leçon d'érudition parce qu'effectivement, elle aborde le sujet non pas par les racontards ou les mémoires sur effectivement les relations amoureuses entre le cardinal et la reine, mais en démontrant effectivement pas à pas, dans un article, je crois, publié dans la bibliothèque de l'École des Chartes, donc dans une revue sérieuse, qui effectivement insiste sur des signes qui ne trahissent pas, qui trahissent une relation effectivement affectueuse. L'année 1651 et particulièrement cette période qui va globalement du printemps jusqu'à la fin de l'été est une période où en effet on a d'une part une reine mère qui finalement est un petit peu désemparée, ne sait pas trop quel chemin prendre, et de l'autre nous avons un cardinal qui se trouve en exil et qui pense sa dernière heure venue, qui est absolument désespéré. Donc des gens qui finalement ont tout pour s'entendre et qui ont finalement fait prévaloir des vues confiantes. Et je crois que le terme de confiance est certainement celui qui doit être retenu ici, avec des épisodes assez invraisemblables que j'ai découverts au cours de ma recherche, en particulier l'ambassadeur Morosini, qui se fait un peu le petit facteur des deux ambassadeurs de Venise, officiellement Venise, à Paris, et qui donc porte des lettres, qui transmet des lettres d'Anne d'Autriche à Mazarin, alors qu'évidemment il est le représentant d'une république auprès du gouvernement officiel, en l'occurrence Gaston d'Orléans. Et donc on voit bien que cette entente affectueuse a suscité d'autres soutiens, y compris du confesseur jésuite du roi. Alors, encore un mot, parce que l'heure avance. Est-ce qu'on peut parler des convictions religieuses, des pratiques religieuses de Mazarin? Alors, la question, je me la suis posée et j'ai souhaité l'introduire dans cette réflexion sur l'italianité du personnage pour essayer de comprendre finalement quels avaient été les choix de Mazarin à son arrivée dans le royaume de France. Et j'ai constaté que là aussi, il a conservé finalement des réflexes romains. La religion, pour lui, la religion catholique n'est pas finalement quelque chose qui doit poser question. Il n'est pas habitué à la coexistence confessionnelle à Rome, évidemment. Donc il découvre tout d'un coup un royaume où les protestants ont encore un petit peu, durant son ministériat, des privilèges, mais pour autant, il s'attache plutôt à modérer, je dirais, la place de la religion dans la conduite des affaires de l'État. Et de ce point de vue, vis-à-vis d'Anne d'Autriche, il se conduit de manière un petit peu rude, en lui intimant l'ordre, ou en tout cas en lui conseillant fortement de ne pas trop céder aux conseils des dévots. On sait qu'il a été l'un des artisans de la condamnation de la Compagnie du Saint-Sacrement, que pour une fois, il s'est entendu avec le pape Innocent X pour réfréner les avancées des jansénistes. Et donc, pour Mazarin, la religion ne se discute pas et il n'a pas l'intention de lui laisser une place trop importante dans la conduite des affaires de l'État. Quant à ses affections pour tel ou tel ordre religieux, je me suis aperçu que sa dévotion allait plutôt à des ordres intellectuels, les dominicains, les jésuites, les théatins, dont on sait qu'il a été le soutien, non pas l'introducteur, mais le soutien
fort durant son ministériat, donc un ordre fondé au début du XVIe siècle, qui avait pour vocation plutôt d'instruire et de former le clergé, et plutôt le clergé de haut niveau. Il les introduit à Paris et il les aide matériellement à s'installer. Alors il est à peu près le seul à véritablement à y croire, mais par ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de traces de Mazarin en direction des franciscains et de tous les ordres franciscains réformés. Les jésuites, pour lui, sont une évidence. C'est un ordre qui obéit, c'est un ordre qui forme très bien. D'ailleurs, il a mis tous ses neveux au futur collège Louis le Grand, et par conséquent, il s'appuie assez fortement sur des ordres qui représentent finalement une alternative assez commode à d'autres tentations qu'effectivement les dévots ou les jansénistes pouvaient représenter. Oui, il avait été élève des jésuites lui-même Lui-même. son enfance. Et son grand-oncle était un jésuite, il s'appelait également Giulio Mazzarino, et c'est probablement le premier Mazarin à être venu en France, à Paris, au début des années 1570. Et puis, c'est à ce moment-là, à l'intérieur de la Compagnie de Jésus, se forme, ce qui peut paraître paradoxal, une sorte de gallicanisme jésuite. C'est-à-dire que les jésuites pensent que la meilleure politique d'évangélisation doit passer par un accord avec le pouvoir temporel, en l'occurrence la France, puisqu'il réside en France. Oui, ces jésuites gallicans dont le père Blay avait dit effectivement qu'ils constituaient un trait tout particulier de la compagnie en France au XVIIe siècle. Et donc ça correspond bien effectivement à ce que j'indiquais, à savoir un ordre sur lequel le pouvoir en France peut s'appuyer sans craindre effectivement une trop forte immixtion dans les affaires temporelles. Je ne sais pas si on peut dire un mot encore des travaux de Daniel Dessert, dans la mesure où ils sont très savants et en même temps ils ont une sorte de déclivité polémique qui peut surprendre, mais qui est très fondée. C'est-à-dire, ce que Daniel Dessert a montré, c'est que le rôle pernicieux, peut-on dire malhonnête à la limite, de Colbert dans la constitution de la gigantesque fortune de Mazarin, et la manière dont Colbert ensuite a sapé la carrière, la fortune, la survie de Fouquet, qui avait été le surintendant des finances de Mazarin. Et alors ce contraste avait en quelque sorte indigné Daniel Dessert, et alors je pense qu'il a raison partiellement pour montrer, si on peut dire, les contrastes des attitudes de Colbert au long de sa carrière, mais qu'en même temps, il est peut-être injuste envers Colbert dans sa gestion ensuite de la fiscalité du royaume, dans la mesure où à partir des années 1660, lorsque Colbert devient contrôleur général des finances, la paysannerie est nettement beaucoup moins chargée, la fiscalité pèse beaucoup plus sur les villes qui étaient jusque-là exemptées, et en fait, la gloire de Colbert, à mon avis, reste assez valable, si on veut dire, dans la mesure où il a redressé la politique financière. Alors, je pense qu'il n'a pas laissé vraiment à Fouquet le temps de montrer ce qu'il pouvait faire, mais effectivement, vous avez raison, l'arrivée de Colbert aux affaires a constitué un moment de relâchement de cette pression, en effet, au sortir des guerres. La demande aussi en argent frais n'était plus aussi forte, donc c'était peut-être relativement plus aisé, mais il y avait beaucoup de dettes à payer. Bon, ceux qui ont payé les dettes, ce sont les financiers, ce qui a permis effectivement de purger en quelque sorte le système fisco-financier, auquel finalement il a lui aussi fait appel, et ça c'est une démonstration de Daniel Dessert, qui effectivement met en exergue d'une certaine manière l'injustice qu'a représenté, au moins dans la postérité historiographique, la pureté du geste ministériel de Colbert face effectivement à Fouquet, alors qu'en réalité l'un et l'autre ont concouru dans des périodes assez difficiles à ce que les finances s'équilibrent. Alors pour l'un les finances du roi, pour l'autre les finances du cardinal. Il est difficile de penser à ce qu'avait en tête Mazarin lorsque, en décédant au mois de mars 1661 à Vincennes, il laisse au roi ses deux ministres, d'une certaine manière. Je pense quand même que l'on doit attacher un peu d'importance à cet ultime geste qu'il fait le 8 mars 1661,
où il permet à Colbert d'accepter une charge d'intendant des finances, c'est-à-dire d'entrer véritablement au service du roi. Il y a probablement là une façon pour Mazarin de le congédier tout en l'installant d'une certaine manière au centre du pouvoir. On est le 8 mars et il meurt le 9 mars au matin. Oui, tout à fait. On apprend que dans votre livre que le 3 mars, il avait fait une fiction de testament qui mérite quelques mots. Un véritable testament, le 3 mars 1661, Mazarin, qui sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre, fait un testament où il remet toute sa fortune au roi, à charge pour le roi de gérer tout cela comme il le souhaite. En considérant que cette fortune lui vient du roi, essentiellement du roi, enfin complètement du roi. Il le restitue. L'analyse en a été conduite par en particulier Madeleine Lorrain-Portemer, qui a bien expliqué qu'en réalité, il s'agit d'une première étape pour que le roi refuse et qu'ensuite Mazarin retrouve la liberté de disposer de son patrimoine. Et là, le 6 mars, il refait un testament dont on sait qu'il a travaillé dessus toute la nuit. Madame de Motteville, une confidente d'Anne d'Autriche, a dit qu'il a fait repasser toute la fortune du royaume de France dans ses mains pendant cette nuit-là. Et là, il redistribue la fortune. Il n'oublie pas le roi à qui il fera don effectivement de ces fameux diamants, les Mazarins, d'un certain nombre de tableaux, mais l'essentiel va à sa famille. Donc le duc de Nevers et le duc de Mazarin, qui donc se partagent la fortune à peu près à parts égales, à un moment où effectivement le public commence effectivement à comprendre l'importance de cette fortune. Alors vous êtes convaincu du caractère passionnant, savant, plaisant du livre d'Olivier Poncet, mais il faut que je dise un mot de plus sur la manière dont il présente son travail. Il vous a dit qu'il épargnait au lecteur l'ennui qu'on éprouve inévitablement en sautant les notes infrapaginales. Or, il les remplace par un commentaire, un discours sur les sources qui remplace, si vous voulez, la litanie un peu illisible des notes par un commentaire discuté, débattu, qui éclaire le lecteur, qui fait comprendre ce qu'il appelle la cuisine de l'historien, l'élaboration, la mise en œuvre des sources. Et puis il y a un autre élément très précieux dans ce livre, il y a un dictionnaire d'une centaine de personnages, un peu plus d'une centaine, oui. 116 je crois, oui. Qui sont français, italiens, qui ont chacun leur notice d'environ 10 lignes, où vous apprenez tout ce qu'il faut savoir, et en rapport avec le texte, avec le fait, avec le Mazarin, son ministériat et l'Italie. D'ailleurs, je ne sais pas, on voit la figure de Cromwell ou celle d'Innocent X, mais on les voit non pas pour les révolutions d'Angleterre, mais parce qu'ils sont en rapport éventuellement à un moment donné avec Mazarin. Donc, si vous voulez, là, il y a une forme de présentation de l'érudition qui est extrêmement séduisante, suggestive, efficace. Alors, il nous reste tout de même un certain temps pour des questions que vous ne manquerez pas de poser maintenant. Oui. Alors, monsieur, Bonsoir. Ce qu'il reproche aux jansénistes, pour l'essentiel, si vous voulez, c'est de menacer potentiellement, pas directement, mais potentiellement, le pouvoir du roi. C'est de pouvoir éventuellement se considérer comme des personnages qui peuvent choisir de respecter Dieu plutôt que le roi. Donc il y a dans le... Parce qu'au départ, lorsque la fréquente communion, par exemple, d'Arnaud paraît en 1643, Mazarin n'y prête pas vraiment attention. Je vous ai dit qu'il n'était pas spéculatif, c'est pas un théologien, il est juriste, bon, peut-être de raccro, mais en tout cas, il n'est certainement pas théologien, donc ces querelles-là, pour lui, il respecte la liberté de débat, si vous voulez. Mais c'est à partir du moment où il prend conscience que les jansénistes constituent un groupe solide, uni, qui éventuellement raisonne d'abord par lui-même et ensuite par rapport à la société politique, que là, il considère que ça va trop loin. Et donc il soutient les initiatives du pouvoir pontifical
pour justement condamner un certain nombre de thèses, même si encore une fois, Mazarin n'a évidemment pas lu la Fréquente Communion, ne s'intéresse pas plus que cela au débat de fond, mais c'est plutôt un raisonnement, je dirais, de société politique. Mais vous avez parlé d'emprisonnement. Je tiens à préciser que par rapport à Richelieu, Mazarin n'a jamais fait tuer personne. Il a fait emprisonner, ça c'est vrai, Cardinal de Rais et d'autres, mais n'a jamais tué personne. Et pareillement, il n'a jamais connu cette vague de complot qui a tenté à sa vie, qu'a évidemment éprouvé Richelieu. Même les pamphlets de la Fronde ne demandent pas sa mort. Aucun, à ma connaissance, ne demande sa mort. Comme d'ailleurs aucun, j'ai oublié de le préciser, ne fait allusion aux relations éventuellement amoureuses entre la reine-mère et le cardinal. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est une grande différence évidemment avec les pamphlets orduriers qui précèdent la Révolution française. Il y en a quelques-uns des Mazarinades qui sont... Enfin, j'ose pas les citer. Monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'il faut considérer Mazarin comme un simple, entre guillemets, continuateur de la politique de Richelieu, aussi bien sur le plan extérieur qu'intérieur, ou est-ce qu'il a innové ou créé quelque chose de ce point de vue-là? J'ai écrit dans mon livre que sans Mazarin, l'œuvre de Richelieu n'aurait pas été achevée d'une certaine manière. Il a effectivement récupéré le royaume, si j'ose dire, dans des conditions difficiles. Donc, il a conduit une politique qui a assuré à la France peut-être un peu plus que ce qu'avait éventuellement espéré Richelieu, c'est-à-dire une forme d'équilibre international qui est une forme de monde multipolaire, beaucoup plus que ça n'était envisagé au départ. Donc sur le plan de la politique étrangère, il s'est inscrit dans les pas de Richelieu. En ce qui concerne la politique intérieure, j'ai le sentiment que les rapports qu'entretenait Mazarin avec la noblesse en particulier, je le dis à ceux que ça intéresserait, c'est un secteur historiographique à renouveler et à creuser. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus respectueux que ne l'avait été Richelieu, qui lui avait effectivement taillé vraiment très très fort dans les privilèges et dans les pouvoirs des grands nobles. Je pense que Mazarin a essayé de les séduire davantage que de les combattre. Donc de ce point de vue, j'introduirais peut-être une différence de traitement, mais c'est vrai que la période est un petit peu différente. Au retour de la Fronde, tout le monde aspire à la paix. J'ai en tête la grande thèse de William Bike sur le Languedoc qui montre que les élites en province ont réclamé l'installation de l'absolutisme parce que c'était une garantie d'ordre, de respect, que les affaires marchent, etc. Donc les choses changent effectivement entre les périodes des années 1630 et les années 1650. Mais d'une certaine manière, je pense que l'axe politique entre Richelieu et Mazarin n'est guère différent, c'est beaucoup dans la manière que les choses se sont jouées en réalité. Donc on parlait de cette séduction, voilà. Mazarin avait une séduction que n'avait probablement pas Richelieu. Monsieur, oui, monsieur là. Allez-y, allez-y. Mazarin s'est beaucoup enrichi, mais il a beaucoup rendu à la France aussi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que il a rendu à Louis XIV Alors, il a affecté par ce testament du 3 décembre de rendre au roi. Alors, le roi, effectivement, a eu sa part, essentiellement des objets précieux, mais l'essentiel de la fortune de Mazarin est quand même allé à sa famille. Donc, il a rendu par son action de ministre, évidemment, mais pour ce qui est strictement de la fortune, effectivement, est allée à la famille pour l'essentiel. Et les abbayes qu'il avait, il les a fait donner à des fidèles, dont certains étaient italiens. Et donc, bon, pour ce qui est de la fortune, effectivement, là, on ne peut pas dire autrement que ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le roi n'a pas récupéré l'essentiel. Les duchés de Rethel, Mayenne, tout ça sont restés dans la famille. Oui, monsieur, oui. Du choix de la France par Mazarin m'a beaucoup intéressé parce que c'est véritablement un choix. Mais il n'était pas inscrit dans les astres. Étant donné les origines siciliennes de Mazarin, on aurait pu imaginer qu'il fasse un autre choix, celui de l'Espagne. Et finalement, est-ce que ce sont les circonstances? Est-ce que c'est autre chose qui a joué? Oui. Votre question, effectivement, est une question qu'on se pose beaucoup les historiens de Mazarin. Alors, Mazarin, je l'ai dit, est lié aux colonnats. Les colonnats sont proches de l'Espagne. La plupart des frères et sœurs de Mazarin ont été baptisés avec pour parrain ou marraine la femme ou l'ambassadeur d'Espagne à Rome. Donc c'est une famille qui est hispanique vraiment jusqu'au bout des ongles. Mazarin a expliqué, mais plus tard,
bien plus tard, a expliqué son attachement à la France par une sorte de coup de foudre qui se serait exercé entre lui et Richelieu, en tout cas lui pour Richelieu, dans les années 1630, où il aurait été particulièrement séduit par le discours tenu par le cardinal en ce qui concerne justement sa politique étrangère en direction de l'Italie. Et donc à ce moment-là, se serait produit, je dirais, une évolution de la pensée en direction de la France. Georges Detemps, dans son ouvrage sur Mazarin, a évoqué un autre trait qui me paraît peut-être tout aussi important, c'est qu'il a, pendant quelques semaines, été proche, en tout cas il a discuté avec Ambrogio Spinola, qui a été particulièrement abandonné par les Espagnols après les avoir servis remarquablement dans les armes. Et donc il a peut-être été frappé par finalement cette ingratitude d'une grande puissance qui n'a pas su soutenir un général que visiblement il avait beaucoup admiré. Donc il y a peut-être les deux, si vous voulez. Il y a une attraction vers la France et il y a peut-être aussi un dégoût de l'Espagne, qui, il est vrai, à Rome, ne s'embarrasse guère et se conduit un peu en maître, aussi bien par l'octroi de pension que parfois par des reproches faits directement au pape. Je songe à cette longue dispute intervenue entre le cardinal Borja et Urbain VIII en plein consistoire. Le cardinal Borja reproche en fait à Urbain VIII d'être trop francophile, de mal se conduire, de mal défendre les intérêts de la chrétienté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas, en tout cas dans un milieu public, je dirais, on peut le faire en privé, mais pas comme ça. Et donc effectivement, Mazarin n'a pas pu ne pas comprendre qu'avec l'Espagne, il était difficile de s'entendre. Oui, monsieur. La bonne marche de l'économie a-t-elle été une de ses préoccupations? Alors, effectivement, il est soucieux de l'économie, il la comprend pour ce qu'elle doit en comprendre, effectivement. En même temps, là aussi, Mazarin n'a pas de conception particulièrement bien établie en matière de politique extérieure. Il ne théorise pas, je dirais, ce qu'on a qualifié par la suite de mercantilisme ou de colbertisme. Il faut bien voir que le ministériat de Mazarin, sur les 18 ans, même pendant la période de la Fronde, vous pouvez inclure les 18 ans, où il a gouverné la France n'a été en paix que 14 mois. Donc entre novembre 1659 et sa mort en mars 1661. Ce qui fait que finalement, dans une circonstance aussi belliqueuse que celle-là, il n'a pas pu poser une politique économique de long terme. Et on parlait effectivement de l'espace pacifique qui s'ouvre devant le gouvernement de Colbert. Il est clair qu'on ne mène pas la politique de la même façon en 1650 qu'en 1665, par exemple. Ce qu'on peut dire, en vous lisant notamment, c'est son investissement sur la Méditerranée. Ah oui. Le fait qu'il ait tenu beaucoup au développement de Marseille, et puis, secondairement, ce que j'ignorais vraiment, c'est Toulon, qui était bien sûr déjà un arsenal de galères, mais qu'il a, je dirais, promu dans la mesure où, justement, la maîtrise de la Méditerranée passait beaucoup par l'usage des galères. Et c'est vrai que Mazarin, alors, parce qu'il est tourné vers l'Italie, mais il a cru dans la Méditerranée. Au moment où, effectivement, on a l'impression que tout le commerce se déplace vers l'Atlantique, en réalité, il sait que la Méditerranée est un espace de commerce important. Il faut savoir que jusqu'aux années 1660, 50% des exportations anglaises se font dans l'espace méditerranéen. Donc c'est un lieu d'échange, et les navires anglais et hollandais ne cessent de patrouiller dans tout l'espace méditerranéen. Donc pour Mazarin, si vous voulez, je pense qu'il sent où est le poumon économique du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux espaces outre-Atlantiques. Durant son ministériat, on a tenté de coloniser la Guyane, on a tenté de reprendre pied dans les Antilles, on a beaucoup développé les efforts de colonisation au Canada. Donc la Nouvelle-France, beaucoup de choses se sont faites durant son ministériat qui ne sont pas nécessairement toujours rendues à Mazarin. On pourrait faire Mazarin et l'Amérique, pourquoi pas. Mais effectivement, pour ce qui est du mouvement économique, il n'a pas les outils de pilotage qu'aura probablement su mettre en place, par exemple, Colbert, qui est davantage un homme de chiffres et qui lance les premières enquêtes statistiques. Sous Mazarin, et surtout pendant la guerre, c'est absolument hors de question. Il profitera des temps de paix des années 60. Tout à fait. Oui. Est-ce que le jeune roi a été influencé par son goût pour les arts par Mazarin? Par son goût pour les arts, je ne sais pas. Il a... Ah, certainement, oui.
Alors, je dis certainement, mais en fait je m'avance parce qu'on n'a aucun témoignage historique où effectivement Louis XIV explique que c'est parce qu'il a assisté aux représentations promues par le cardinal qui était son parrain qui l'ont considérablement incité à se révéler un bon danseur et un amateur effectivement de musique. Mais il est certain qu'en tout cas Mazarin n'en a pas dégoûté. Je pense qu'il lui a montré, en tout cas par son exemple personnel, que cette magnificence spectaculaire, au sens du spectacle donné à voir à la cour, faisait aussi partie des devoirs d'un roi, mais de ce point de vue, il faut être juste, il n'innovait pas. Richelieu et Louis XIII ont aussi donné des spectacles à la cour pour accompagner leur politique, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit française. Hein. Donc, je ne suis pas certain que Mazarin ait été décisif, mais certainement, en tout cas, que l'ambiance était favorable à ce que Louis XIV considère que l'art, la culture, le spectacle faisaient partie aussi de cette politique, de cet art de gouverner. Louis XIV préférait la peinture italienne, mais c'était le goût du jour. Avec Catherine de Médicis, puis Marie de Médicis, la peinture italienne dominait en France. Alors, attendez, madame. Mais si, parce que effectivement, les Lombards, les Milanais résistaient aux Français et les Espagnols comptaient absolument sur le dévouement du peuple de Milan pour repousser les Français. Oui, et puis le souvenir des Français, personne n'a oublié effectivement que les Français, avant de se prétendre les défenseurs des libertés d'Italie, avaient eux-mêmes été des occupants parfois effectivement assez brutaux et durs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans certaines grandes républiques ou certaines grandes cours, des factions françaises, en tout cas des partisans de la France, s'identifient, se regroupent, mais qu'en fait ils ne vont jamais jusqu'au bout de leurs intentions, je pense à Gênes en particulier, tout simplement parce qu'ils savent que la France n'est pas nécessairement une puissance qui les secourra à tout prix. Donc ils s'appuient en quelque sorte sur des intentions françaises, mais sans forcément aller extrêmement loin, parce qu'on se méfie toujours justement du moment où les situations se retourneront et où la France d'alliés deviendra finalement une puissance un petit peu occupante. Les Italiens n'ont pas beaucoup d'illusions, si vous voulez, sur toutes ces belles paroles de libération. Mais l'Italie est espagnole. Les Espagnols, c'est le royaume de Naples, c'est le Milanais, les Présides, la Sicile et la Sardaigne. Et même Gênes, d'une certaine manière, qui sert objectivement les intérêts de l'Espagne, oui, tout à fait. Oui, non, j'ai écrit dans le livre qu'on ne peut pas comprendre la civilisation espagnole du XVIIe ou même du XVIe siècle sans comprendre ce qui se passe en Italie espagnole. Oui. Pratiquement, Philippe II a autant de sujets en Italie qu'en Espagne. Si on, il y a une légende noire de l'Espagne qui a été constituée en Italie au XIXe siècle, par exemple dans I Promessi Sposi de Manzoni. Les Espagnols ont toujours le mauvais rôle, mais ça s'est construit au XIXe siècle. Pas énormément, à la vérité. L'évergétisme que j'ai identifié, c'est d'abord la bibliothèque Mazarine, dont il fait effectivement don, alors pas au public français, mais en fait au Collège des Quatre Nations qu'il institue, mais avec l'idée que cette bibliothèque sera ouverte aux savants. Ce que l'on sait par exemple par la correspondance de Jean Chapelain, c'est que Mazarin n'a pas eu une politique de pension extrêmement importante. De ce point de vue, il se distingue de Richelieu. Richelieu a davantage compris qu'il fallait soutenir des auteurs, certains. Mazarin n'a pas énormément nourri, si vous voulez, une escouade de gens pouvant chanter ses louanges. Les gens les ont chantés, mais c'était plutôt pour lui demander des faveurs que parce que lui-même les avait déjà pensionnés. Et durant la Fronde, finalement, la réplique a été assez limitée. Mazarin laissait un petit peu... Si les mazarinades ont été aussi importantes, c'est parce que aussi Mazarin les a laissés courir sans trop répliquer. La police de Mazarin a été un peu exagérée dans certains ouvrages. Il avait bien effectivement, par exemple, Basile Fouquet, le frère de Nicolas, a été une personne qui a été attentive justement à ces publications.
Naudet, évidemment, a répliqué un petit peu, mais enfin, on ne peut pas considérer... Enfin, le ratio, si vous voulez, entre ceux qui soutenaient Mazarin et ceux qui le réprimandaient était extrêmement déséquilibré. Donc, soutien aux artistes, bon, les artistes vivants. Il y a une véritable politique de Mazarin pour faire venir en France des chanteurs, des chanteuses, donc du spectacle vivant. Il a essayé de faire venir, son plus grand échec probablement du point de vue des artistes, il a essayé de faire venir Le Bernin en France. Il n'y est jamais parvenu. Il a essayé de faire venir Pierre de Cortonne, il n'y est jamais parvenu, pour des raisons qui tiennent probablement au fait que ces deux personnages avaient un marché, si j'ose dire, déjà très actif à Rome, et que le voyage vers la France, dont l'incertitude politique était malgré tout connue, ne les a pas incités finalement à lâcher leurs protecteurs, qui étaient essentiellement les grandes familles et la papauté. Et puis des artistes comme Simon Vouet ou Poussin n'avaient qu'une hâte, c'était de rentrer à Rome. Oui, tout à fait. Oui. La rencontre entre Mazarin et Poussin n'a pas eu lieu, ça c'est sûr. Tout le monde est satisfait. Vous n'avez pas de... J'avais une question à propos des protestants. Quelle a été la politique de Mazarin vis-à-vis des protestants? A-t-il poursuivi celle de Richelieu? Le ministère de Mazarin a continué, si vous voulez, cette application un peu rude de l'édit de Nantes. Sur le papier, si vous voulez, il n'a pas craint de faire appel à des protestants aux plus hautes charges de l'État. Barthélemy Hervart a été nommé surintendant des finances, c'était un protestant. Des 3 maréchaux qui ont été nommés la première année du ministère de Mazarin, 2 étaient protestants, dont on peut considérer qu'effectivement il leur fait confiance pour diriger les armées du roi, et à cette époque-là, c'est quand même c'est la plus grande marque de confiance qu'on peut leur accorder. Il n'a pas toujours... il a, évidemment, comme vous le savez, il a conduit une politique d'alliance avec Cromwell, mais là, on est plutôt dans le domaine de la haute politique, où la religion, finalement, est un peu laissée de côté. Quoique, ceci aurait pu lui coûter cher, dans la mesure où, en Piémont, durant le ministère de Mazarin, en 1657, ont lieu les Pâques vaudoises, qui est un massacre de plusieurs villages sous la suggestion du duc de Savoie, avec l'aide des troupes françaises, qui provoque une première forme d'appel international des Anglais contre la politique de Mazarin, qui doit un petit peu s'excuser platement d'avoir laissé faire les troupes. Bref, je pense que Mazarin n'a pas en tête qu'il faut réduire les protestants, comme peut-être effectivement Richelieu l'avait fait au moment de La Rochelle, mais je pense que tous les deux ont cette vision que les protestants finalement ne sont pas une menace dans la mesure où ils ne s'occupent pas de politique. Oui, la Fronde est une guerre civile politique, et c'est absolument pas un clivage religieux. Non, du tout. Non. Il s'est fâché avec Turenne pendant la Fronde, mais pour des raisons qui tiennent essentiellement au statut personnel de Turenne, qui demandait un statut de prince étranger. Il y a des protestants frondeurs et des protestants. Oui, je crois que ça n'est pas... pas du tout. Ça me semble pas une ligne de fracture, si vous voulez, dans la politique de Mazarin. Encore une fois, dans la mesure où les protestants ne se mêlent pas d'opposition politique et servent le roi, ils ne leur refusent aucune charge, y compris les plus hautes. Ils ne s'en méfient pas, je dirais. Alors ça, c'est une vaste question historiographique. En tout cas, certainement, dans l'esprit de Mazarin, ça aurait été un acte totalement inutile, parce que, voilà, encore une fois, ce qui compte, c'est effectivement, c'est que chacun se tienne tranquille. Il n'a pas de projet aussi idéologiquement construit que Richelieu. De ce point de vue, les travaux qui ont été publiés, entre autres par François Hildesheimer et Stéphane-Marie Morguin sur Richelieu controversiste, c'est quelque chose qui échappe complètement à l'esprit de Mazarin, qui n'a produit aucun traité, qui n'est pas, encore une fois, un penseur. On a, dans les années 1680, publié un bréviaire des politiciens, en italien, puis traduit en français, qu'on attribue à Mazarin. Mais en réalité, en France, personne n'a pensé un instant que ça pouvait être de Mazarin. Seuls les Italiens ont affecté de penser que c'était le témoignage politique de Mazarin. Le traité, si vous voulez, en soi, n'est pas un traité construit, ce sont des maximes assez pragmatiques sur l'art de gouverner, qui reflètent finalement un savoir et une manière d'agir qui est celle en fait, de la Rome pontificale du XVIIe siècle, mais qui n'ont rien véritablement d'original. Encore une fois, Mazarin n'est pas un spéculatif. Je pense que ça, c'est quelque chose il n'a pas le temps pour ça, et puis pour lui, c'est pas très, très important en réalité. Alors, je crois que l'heure est passée, et je voudrais vous signaler qu'il y a des livres qui vous attendent, enfin, qui attendent ceux d'entre vous qui auront assez de patience, parce que j'espère qu'il n'y en aura pour tout le monde, mais hâtez-vous.